Bonsoir à tous. Les frontières sont-elles nécessaires à l'humanité? Question très intéressante aujourd'hui. Je commencerai par deux anecdotes. La première, printemps 1992. Des soldats français, casques bleus, sont en observation sur une frontière intérieure de l'ex-Yougoslavie. Ils assistent, impuissants, à l'exécution de civils par des paramilitaires. Ils ne peuvent rien faire. S'ils font quelque chose, c'est un déclenchement d'hostilité. Quelques années plus tard, il n'y a pas si longtemps, 2013, nos soldats combattent les djihadistes dans le Nord Mali. Soudain, un jeune garçon, bardé d'explosifs, s'avance vers nos soldats. Malgré le stress, malgré l'adrénaline, malgré la menace, nos soldats n'ouvrent pas le feu. Ils discutent. Ils obtiennent la reddition, sans dommage, du jeune garçon. Ces deux exemples vous montrent la complexité de la notion de frontière dont nous parlons beaucoup. La frontière, effectivement, peut gérer les relations entre États. Oui, les frontières peuvent aussi gérer le fonctionnement d'une société. Dans notre société, nous ne tuons pas les enfants. Et c'est aussi la frontière morale qu'il y a au sein de chacun d'entre nous face à une situation complexe. La frontière est bien partout. Alors ça soulève de nombreuses questions. La première que je vous poserai finalement, est-ce que je suis bien légitime pour vous parler de frontières? Eh bien oui, je suis tout à fait légitime, sans aucun état d'âme, officier général depuis près de 40 ans, après près de 40 ans d'officier, après Saint-Cyr, toute ma vie je me suis préparé à défendre d'abord contre le bloc de l'Est et ensuite à franchir dans d'autres circonstances les frontières. Mon premier exemple d'ailleurs a été très jeune lieutenant au Sud-Liban, casque bleu, chef de section de chars. Le 6 juin 1982, opération de paix en Galilée. L'armée israélienne, avec plusieurs dizaines de chars, au moins de mon côté, envahit le Sud-Liban pour marcher sur Beyrouth. Je reçois l'ordre de ne rien faire. Je dois expliquer surtout à mes soldats pourquoi nous ne faisons rien. La mission est de défendre, de protéger cette frontière. Mais nous recevons l'ordre, nous obéissons. Je me suis longtemps posé la question de savoir si nous avions résisté, si nous n'aurions pas empêché cette invasion du Sud-Liban, en raison du contexte international que ça aurait posé. Quelques hommes, 4 chars, 40 hommes, face à cette dizaine de chars, nous aurions peut-être pu faire quelque chose. C'était une frontière qui était franchie pour beaucoup, et d'autres que nous n'avons pas franchie. Alors cette frontière nous conduit naturellement aussi à d'autres questions. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Posons-nous aussi la question de savoir dans le monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui prime? L'émotion prime plus que la raison. Et encore, dans ce monde interconnecté, que voyons-nous, entendons-nous tous les jours? Nous n'avons plus besoin de frontières. Et que finalement, un monde sans frontières, c'est l'avenir de l'humanité. Pourtant, vous ici présents, vous avez bien une famille que vous protégez? Vous avez bien une maison que vous protégez? Vous avez bien un jardin avec un enclos, une barrière? Vous avez mis des règles pour protéger votre famille? La frontière est partout, même chez vous. Donc elle existe. Et vous ne pourrez pas l'effacer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à dire aussi maintenant? Qu'est-ce qu'une frontière? Comment peut-on la définir? Dans un premier temps, je réfute la frontière, symbole du repli sur soi. Deuxième temps, je réfute aussi l'absence de frontières comme avenir d'humanité. Alors qu'est-ce que la frontière? La frontière, pour moi, c'est très simple. C'est un sas, un filtre, qui permet de prendre le temps de la réflexion. Et en fonction de ce temps de réflexion, cela va nous contraindre à engager le débat sur l'existence d'une frontière. Pourquoi est-elle là? Première question. Ou peut-être pourquoi il n'y en a pas. Et puis, la question suivante, ça va être, dois-je la défendre à tout prix? Dois-je la laisser franchir à tout prix? Ou dois-je la rendre poreuse en fonction de critères, de conditions que j'aurai déterminés? Et je vais aborder cette notion de frontière à travers 3 domaines. Le premier domaine, très simple, que tout le monde connaît bien, c'est celui des relations interétatiques. Les relations entre États. À partir de 3 symboles. Le premier symbole est sans aucun doute celui de la division. Ben oui, une frontière, ça sépare, ça divise. Pourtant, 1989, nous en avons parlé tout à l'heure,
1989, le mur de Berlin. Le mur de Berlin séparait le même peuple depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, le peuple a décidé de détruire le mur. Physiquement, courageusement. J'y étais, quelques jours après, puisque j'étais chargé de communication, envoyé de Paris, auprès du gouverneur français, gouverneur militaire français de Berlin. Et nous nous sommes posé des questions sur les suites à donner. Qu'est-ce qui allait se passer après? Je vous rappelle qu'à l'époque, nous étions en pleine guerre froide, que les chars soviétiques existaient, et qu'après tout, le mur détruit voulait peut-être dire une nouvelle guerre mondiale. Donc, le mur interpellait, c'est le moins qu'on puisse dire. Finalement, il ne s'est rien passé, et nous avons aujourd'hui une Allemagne réunifiée. Mais il y a d'autres murs. Vous avez ces murs, effectivement, qui s'érigent à l'est de l'Europe, pour d'autres raisons. Cette fois-ci, c'est pour protéger ou interdire des migrations. Vous avez aussi le Moyen-Orient. On peut réfléchir profondément sur le mur entre Israël et l'autorité palestinienne, pour d'autres raisons. Et puis, bien sûr, naturellement, vous avez ces murs naturels, physiques, comme une montagne, comme une mer, la Méditerranée entre l'Afrique et l'Europe. Mais finalement, tous ces murs, ce sont des défis pour l'être humain. Vous savez comme moi que l'être humain, de toute façon, aime les défis. Et dès lors qu'il y aura une frontière, un mur à franchir, il essaiera de le franchir. C'est peut-être le danger de la notion de frontière. Un deuxième symbole de cette frontière est sans aucun doute celui de l'autorité. Quand on met une frontière quelque part, c'est qu'on ne veut pas qu'elle soit franchie sans notre accord. Autrement, il n'y aura pas besoin de frontière. C'est un choix. Il y a une barrière. Et je vous invite à réfléchir, en cette année de commémoration de la Première Guerre mondiale, à nos poilus dans leurs tranchées. Tranchées, nouvelle frontière physique sur le territoire français, bien loin des frontières, je dirais, de droit. Et ces Français, dans les tranchées, disaient « ils ne passeront pas », en parlant des Allemands, sachant qu'une autre frontière était derrière. Cette frontière entre la vie et la mort au combat, pour tenir cet engagement. Et beaucoup ont donné leur vie pour que les autres ne passent pas. Troisième exemple, troisième symbole, le symbole du vivre ensemble, paradoxalement. Une frontière sert à déterminer un espace géographique et humain qui va apporter sécurité, bien-être à une population donnée. C'est aussi l'acceptation de normes, que ce soit des normes administratives, politiques, mais aussi une histoire partagée, une langue, une culture. La frontière, c'est aussi à cela. C'est quand même important. Donc voilà trois symboles importants concernant les relations internationales. Le deuxième domaine que je vais aborder avec vous est celui du contrat social au sein d'une société. Dans toutes nos sociétés, nous avons un contrat social qui met ensemble un certain nombre de règles, de lois, de règlements, de coutumes aussi, qui vont nous permettre de mieux vivre ensemble. Encore faut-il qu'elles soient acceptées. Alors d'aucuns ou d'aucunes diront oui, ces règles, ça vient du passé, c'est conservateur, c'est obsolète. Pourtant, ne sont-elles pas la transmission de ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés pour nous permettre de vivre aujourd'hui et éventuellement de les faire évoluer pour demain? Se lever quand une personne âgée ou une femme enceinte entre dans un transport en commun, est-ce si obsolète que cela? Pourtant, tous les jours, nous le voyons bien, ça ne se fait pas. Dire bonjour dans un magasin, c'est pareil. Ça fait partie de ce contrat social, là, par le jeu de l'éducation et des coutumes. Mais cette transmission suscite aussi, d'une manière indirecte, la notion de transgression. Toute société démocratique permet la transgression des règles, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on puisse en dire. C'est une forme de liberté. Transgression pour différentes raisons. Manque d'éducation, refus du système, rébellion. Pourquoi pas? Je ne parlerai pas de la crise d'adolescence. Après tout, quand vous assistez dans un transport en commun, toujours le même exemple, à des personnes qui mettent leurs pieds sur un siège, c'est bien un refus de respecter les codes en vigueur dans la société? C'est une manière de s'affirmer, vous allez me dire. Mais est-ce que ce n'est pas un rejet du contrat social qui nous unit? Plus grave, la liberté de manifester, inhérente à un fonctionnement démocratique d'une société, parce qu'on exprime ses idées.
comment accepter aujourd'hui que toutes les manifestations que nous voyons, ou pour la plupart, seront des manifestations qui se finissent par de la violence, non pas pour défendre ses idées, mais pour essayer d'attaquer physiquement ceux qui représentent notre société, qui représentent peut-être la République et ses valeurs, comme les forces de l'ordre. Il y a un dévoiement, justement, de ce contrat social. Alors pourquoi parler de cela? Mais parce que simplement, tout contrat social signifie quoi? La libre acceptation de règles, de normes au sein de nos sociétés, afin de mieux vivre ensemble, en vue quand même de développer ce sentiment de respect mutuel, ce respect mutuel qui est le ciment d'une société. Troisième domaine, la frontière morale. Je sais que le mot moral fait toujours peur, mais ça ne fait rien. Frontière morale. La frontière morale que chacun d'entre nous doit avoir parfois à faire face dans le cadre de situations difficiles. Je prendrai bien entendu un exemple militaire, et un exemple très précis. L'obéissance et la désobéissance. Obéir à un ordre reçu, en fonction de la mission qu'on a aussi reçue, et savoir si à un moment donné on ne va pas désobéir. Simplement parce que l'obéissance n'est pas une fin en soi. L'obéissance est un instrument en vue de l'objectif qu'on veut atteindre. Il faut faire preuve d'intelligence de situation. Et donc, cet exemple de l'obéissance et de la désobéissance est bien d'une frontière qu'il faut savoir franchir ou ne pas franchir. À l'été 1992, je sors du CELSA. Dans la foulée, comme on dit chez nous, je suis projeté en ex-Yougoslavie, au sein d'un régiment français, dans une province sécessionniste. La situation est tendue. Nous avons perdu 2 officiers sur une mine. Le cessez-le-feu est fragile. Notre colonel est sur le terrain. Il rencontre les belligérants pour éviter que ça dégénère. Soudain, il fait nuit, il fait 23 heures. Nous sommes 2 au PC, au quartier général, donc en charge du régiment. Nos postes d'observation nous signalent 2 blindés d'un belligérant qui a franchi la ligne de cessez-le-feu. Sans autorisation. C'est une violation à la fois physique de la frontière qui était établie, mais c'est aussi la violation du droit qui avait été mis en place. Et peut-être aussi un test de notre volonté d'agir. Nous rendons compte. Le colonel nous dit, vous détruisez les chars s'ils restent dans votre zone. Bien. Mon camarade et moi, nous concertons. Nous sommes 2 officiers supérieurs, il est 23 heures, on est un peu seuls, donc on échange. Premier point, nous n'avons pas le mandat des Nations Unies pour utiliser la force, sauf en cas de légitime défense. Deuxième point, nos soldats sont en pleine relève. Relève voulant dire qu'au bout de 6 mois sur le terrain, nos soldats seront remplacés par des soldats de France, qui sont en cours d'acheminement. Ça veut dire que les soldats qu'on va utiliser sur le terrain ne connaissent pas le terrain, et de nuit, nous savons que pour détruire des chars, nous aurons des pertes. Nous décidons, tous les 2, de ne pas exécuter l'ordre si nous devons l'exécuter. Et nous attendons. 1 heure. 2 heures. À un moment donné, un de nos postes nous signale que les blindés ont refranchi la ligne dans l'autre sens. L'incident est clos. La mission continue. Mais nous ne parlerons plus jamais de ce qui s'était passé, encore moins à notre colonel, jusqu'à ce soir. Pour conclure, la frontière est nécessaire pour l'humanité. Elle est nécessaire parce qu'elle lui permet de progresser, car elle lui permet de poser des questions. Et si elle pose des questions, de réfléchir avant d'agir. Et avant de faire un choix, d'en avoir pesé toutes les conséquences. C'est aussi une manière de réguler les mauvais instincts qui nous caractérisent souvent. Alors quoi qu'on puisse en dire, nous avons beaucoup de mauvais instincts. On le voit tous les jours. Une frontière sert aussi à réguler les mauvais instincts. Elle a un point positif, cette frontière, néanmoins. Elle est une source de défi. L'individu aime le défi. Et l'individu aime franchir des frontières. Il faut en tenir compte. Mais franchir une frontière, c'est aussi montrer qu'on a du caractère. Mais aussi ne pas franchir une frontière, c'est peut-être aussi faire preuve de courage. On n'est pas obligé de dire qu'on est faible parce qu'on n'a pas franchi une frontière. Peut-être que de ne pas franchir une frontière, c'est qu'on a été courageux de ne pas le faire. Je livrerai un adage, pour conclure définitivement, que j'ai un peu modifié, que vous devez connaître, et qui me semble bien résumer cette notion de frontière. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais
Toujours un mais. La liberté des autres s'arrête où commence la mienne. Et puis, il faut toujours se rappeler que quand on a franchi une frontière, et qu'on s'est peut-être trompé, il sera toujours, et même souvent, très difficile de revenir en arrière. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Je vous remercie de votre attention.